Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous aviez plus l'habitude de voir mais qui vont revenir visiblement. Il s'agit d'un point lecture. Et je vais avoir 2 livres à vous présenter, mes 2 dernières lectures que vous avez vues d'ailleurs dans le vlog, donc là je vais essayer d'un petit peu plus développer. Du coup, on commencera par le tome 1 de Chaud devant, hors d'œuvre et préjugés de Émilie Parizeau chez Hugo Poche. Et on fera ensuite le tome 5 des Royaumes de Feu, la nuit la plus claire de Tweet et Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Et bien écoutez, je vous propose qu'on tergiverse pas plus et qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Du coup, on va commencer avec Hors d'œuvre et préjugés de Émilie Parizeau, le tome 1 de Chaud devant. Alors, dans cette histoire déjà, on va être dans le domaine de la restauration et on va suivre 2 personnages. On va tout d'abord suivre Lazare qui a monté son restaurant avec son ami d'enfance Gennaro. Le restaurant se trouve à Lyon, il s'appelle Encore Plus et pour promouvoir ce restaurant, ils vont avoir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux un petit peu particulière, je vous laisse le découvrir, c'est la première page donc ce serait pas vous spoiler de vous le dire, mais j'avoue que j'ai adoré d'arriver la première page et de découvrir ça. Donc voilà, donc ils ont cette espèce de communication sur les réseaux sociaux, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est sensuel, voire sexy, voire presque érotique. Donc voilà, c'est ce genre de communication dont je parle. Et en parallèle de ça, on va suivre Thelma. Thelma, elle est devenue serial goûteuse sur les réseaux sociaux, c'est une critique un petit peu autodidacte, qui est pourtant très écoutée dans le milieu de la cuisine. Et sa sœur, qui a vu ses fameuses vidéos sur les réseaux sociaux, va décider de l'emmener dans ce resto pour lui dire « Écoute, il faut absolument que tu viennes voir, que tu viennes goûter, parce que ça a l'air incroyable. » Elle est pas hyper convaincue. Elle trouve ça bon, y a pas de souci, mais elle est pas hyper convaincue non plus, ça casse pas trop patin canard pour elle. Et donc elle décide de revenir, et la spécialité de Thelma, c'est de se déguiser et d'endosser des personnages dans les restaurants qu'elle va voir, parce que souvent elle y va 2 fois dans le même restaurant. Et souvent sa couverture, c'est soit d'y aller avec sa sœur, soit d'y aller seule avec un livre, parce que aller manger seule, ça peut un petit peu mettre la puce à l'oreille à certains restaurateurs. Et malheureusement, les deux comparses donc de Encore Plus, ils vont avoir la puce à l'oreille lors de la 2e visite de Thelma où elle va être seule, parce qu'elle pose un petit peu trop de questions sur les recettes et sur les plats, et donc ils vont décider de saboter son dessert pour voir un petit peu, parce que eux pensent en fait que c'est une concurrente qui vient leur voler des recettes. Donc ils décident de saboter son dessert. Eh bien ça ne loupe pas, la critique que sort Thelma est assassine. Alors en vrai de vrai, la critique c'est vraiment c'est bon mais sans plus. Donc elle est pas assassine, mais Lazare le prend très mal et il va donc se passer un espèce de guéguerre sur les réseaux sociaux où en fait ils vont lui faire une vidéo pour lui répondre et voilà, en fait ils vont clairement faire des vidéos pour la piquer à elle. Donc Thelma et Lazare, ils trouvent que l'autre est arrogant, qu'elle a rien à faire dans le milieu de la restauration et que voilà, vraiment ils se détestent au début et Gennaro il s'en fout un petit peu, très sincèrement Gennaro j'ai l'impression que tout lui passe au-dessus. Et un jour Thelma va recevoir une proposition d'une émission d'une journaliste pour faire une émission en fait dans laquelle elle va retourner dans le restaurant Encore Plus et en fait où elle va tout simplement exprimer son avis le plus honnête et donner des conseils les plus honnêtes pour qu'ils puissent s'améliorer. En fait le but est vraiment d'être transparent. Donc, le but c'est vraiment de prendre une critique qui a démonté le restaurant ou pas d'ailleurs parce que là c'était pas vraiment démonté et juste aider le restaurant à s'améliorer. Donc au début, Lazare, il est pas très convaincu, c'est Gennaro qui lui propose le truc, et il ne sait pas qui est cette critique en plus de ça. Et c'est Thelma qui va arriver devant lui, il la reconnaît bien évidemment, et va s'en suivre des joutes verbales absolument magnifiques, parce que il pense clairement qu'elle a aucune expérience dans la cuisine, parce que juste elle a aidé son papa, oh là là, pas d'expérience, et elle en a marre qu'il soit arrogant et qu'il pense qu'il a réinventé la cuisine. Et du coup, ça va être des joutes verbales incroyables. On va suivre le tournage du coup de cette émission. Il prend pas mal de place dans le livre. Le tournage doit prendre la moitié, mais derrière vous avez tout ce qui est la promotion du livre, et puis de l'émission, et puis les avis qu'écrit Thelma. Enfin voilà. Donc le tournage prend la moitié du livre, mais on reste quand même dans cet esprit de l'émission. Et donc, eh bien, c'est clairement un enemies to lovers. Voilà, je vous spoil en vous disant ça. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le résumé, il est pas très long donc je vais pas non plus m'épancher pendant des heures. J'ai beaucoup aimé les personnages de Thelma et de Lazare, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très bien développés, ils vont très bien ensemble en plus de ça dans la romance. La romance se fait vraiment très naturellement, j'ai
adoré ça aussi. Rien n'est forcé, rien n'est... Et puis on n'a pas l'impression que c'est artificiel en fait, on a juste l'impression que c'est deux personnes qui, de la tension un petit peu, l'animosité, elle devient une tension quasi sexuelle, hein, clairement. Donc voilà, ça s'est fait vraiment très très bien. J'ai adoré aussi le fait que la famille soit très 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 présente dans ce roman. On va avoir les parents de Lazare, on va avoir la famille de Thelma, dont la sœur qui clairement est à l'origine de beaucoup de choses. Je vous laisse découvrir dans le roman. On va avoir aussi la mère de Gennaro que Lazare considère aussi comme sa deuxième mère. Donc voilà, on a vraiment une présence très très importante de la famille et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est quelque chose que j'adore en romance. Pas la famille qui se mêle de tout et qui veut séparer les gens ou je ne sais quoi, mais juste la famille qui crée des fois des petits quiproquos un peu sympas. Et voilà, qui amène un côté un peu comique, là c'était clairement le cas. Voilà, ça crée des quiproquos. Alors je vous le dis et vous le répète, je déteste les quiproquos, mais les quiproquos comiques comme ça, où vraiment c'est juste ah ben c'est ta copine, alors qu'en fait pas du tout, ils étaient là en simple ami ou que sais-je, ça je trouve ça très drôle. Et du coup, le petit bémol de fin, en parlant de quiproquo, c'est que une des dernières intrigues, on va dire, de cette romance, c'est un quiproquo où, en gros, l'un et l'autre pensent qu'ils ont été utilisés par l'autre. Vous connaissez ma haine, vraiment, je déteste les quiproquos, mais vraiment, je trouve que ça fait artificiel et que des fois, c'est trop facile d'utiliser un quiproquo pour finir sa romance ou pour amener une intrigue supplémentaire. Je dois dire que dans la romance, dans le contexte dans lequel s'est posé ce quiproquo-là, c'est assez logique. C'est assez logique, et pourquoi ? Parce que, eh bien, Thelma et Lazare, ce sont deux personnages qui ont énormément d'ego, mais quand je dis énormément d'ego, c'est vraiment, voilà, ils se laissent pas faire du tout, ils se laissent pas marcher dessus, ils ont beaucoup d'ego. Donc, cette espèce de guerre de fierté mal placée, clairement c'est juste parce qu'ils ont trop d'ego pour aller s'excuser et pour admettre leur faute ou admettre qu'ils se sont trompés que ça crée ce quiproquo là, pour être très honnête avec vous. C'est très logique en fait dans la personnalité, dans le personnage que ça se passe comme ça, mais j'ai trouvé ça bien trop facile quand tout allait bien d'un coup, hop, intrigue, eh ben il y a un quiproquo. C'est clairement, voilà, je cherchais, c'est la miscommunication, je déteste cette trope. La miscommunication, je trouve que ce n'est pas logique. Les trois quarts du temps, vraiment, c'est une histoire qui pourrait être réglée beaucoup plus vite et souvent on la fait durer des jours dans les romans. Moi ça m'énerve en fait. Je trouve qu'il y a plus original et moins artificiel à faire que la miscommunication, clairement. La manière dont ça a été fait peut être logique dans la composition des personnages, parce que c'est deux personnages qui ont un ego très fort. En plus de ça, on va avoir Thelma qui est traumatisée d'une ancienne relation avec un cuisinier qui, en fait, il s'est juste servi d'elle et il revient dans sa vie de maintes et maintes reprises pour rien, en fait. Donc oui, ça peut être logique, mais j'avoue que même la manière dont ça a été fait, ça m'a dérangée et j'ai pas aimé la fin, du coup. J'ai aimé la fin, parce que à la fin, bon, bah, tout se résout, tout va bien. C'est pas un spoil de vous dire ça, c'est un happy end, hein, clairement. Mais voilà, la fin, cette espèce de quiproquo final, voilà. C'est légèrement de spoil de vous dire ça, mais j'ai envie de vous dire, les romances à l'heure actuelle, toutes les romances contemporaines que j'ai pu lire, il y a toujours un quiproquo final et ça m'énerve. Et le peu que je lis, en fait, ça devient des coups de cœur parce que du coup, bah, il n'y a pas de miscommunication et je trouve ça génial, la miscommunication. Vraiment, je trouve que ça fait, en fait, même si le scénario est incroyablement bien construit, rajouter cet élément-là, pour moi, ça fait que bah, le scénario, tout d'un coup, est beaucoup moins bien construit et est beaucoup trop artificiel. Voilà, j'en parle beaucoup, c'était juste un bémol, mais c'est juste qu'au moment où j'ai repris ma lecture après l'avoir arrêté pour aller faire je sais plus quoi, c'est tombé sur ça et vraiment ça m'a tendu alors que j'avais passé un très bon moment pendant tout le livre et tout d'un coup j'arrive devant ça et je me dis ah non, pas cette trope de miscommunication qui sert à rien en plus de ça. Il y a tellement d'autres manières de créer une nouvelle intrigue que de faire en sorte qu'en fait ils arrivent pas à discuter, ils arrivent pas à, ne serait-ce que s'excuser et c'est chiant. C'est vraiment chiant dans l'ensemble. Bref, revenons à ce que j'ai beaucoup aimé, je voulais juste vous en parler parce que voilà, toutes mes lectures ne sont pas parfaites, c'est pas possible. Mais du coup voilà, ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est l'univers de la cuisine qui est vraiment très 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 bien utilisé, dans le sens où on va avoir beaucoup de descriptions, que ce soit du goût, que ce soit de la vue, du dressage, etc., des odeurs. J'ai adoré vraiment les descriptions culinaires, que ce soit dans la préparation, dans les plats, vraiment j'ai beaucoup aimé parce que c'était très bien fait. Donc voilà, ça m'a vraiment plongé dans l'ambiance et moi j'ai adoré. Et gros coup de cœur sur le personnage de Gennaro, vraiment. Je pense que je le dis très mal depuis le début, mais c'est pas grave. Gros coup de cœur sur l'associé de Lazare, vraiment. Et c'est le personnage du tome 2 et on le découvre à la fin. Et la fin nous laisse sous-entendre un très bon tome 2, donc voilà, j'ai hâte. Mais ouais, personnage incroyable que j'ai hâte de découvrir. C'est d'ailleurs à cause de lui que le roman s'appelle Hors d'œuvre et préjugés comme
Orgueil et préjugés de Jane Austen. D'ailleurs, ce roman aurait pu s'appeler Orgueil et autre chose, parce que clairement, c'est une bataille d'orgueil entre les deux pendant tout le roman. À part le quiproquo, c'était pas pour me déplaire, parce que clairement, ça a créé des jeux de verbales et des pics et de la taquinerie qui étaient incroyables. Mais voilà, c'est à cause de lui, parce qu'en fait, il cite du Jane Austen à tout bout de champ, et Lazare, il est blasé, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je m'en fous de Jane Austen, en fait, là, je te parle de situations sérieuses. » C'est à cause de lui que le livre s'appelle comme ça. D'ailleurs, le tome 2 s'appelle Macarons et sentiments, comme... comment c'est le titre original? C'est... Je l'ai en plus, il est où? Je sais plus. Il y a Orgueil et préjugés et... Bon, je sais plus. Je l'ai quelque part en plus, mais je pense qu'il est trop haut et que je le vois pas d'ici. Mais c'est Orgueil et préjugés et aide-moi Coralie. Orgueil et préjugés, l'autre Raison et sentiments. Voilà, c'est bon, merci, c'est bon, t'as plus besoin de m'aider. Donc le vrai titre de Jane Austen, c'est Raison et sentiments, et là ça va être Macarons et sentiments. Alors du coup là c'est le côté salé, parce qu'en fait Lazare c'est le cuisinier et Gennaro c'est le pâtissier. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Macarons et sentiments. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce qui est drôle dans Macarons et sentiments, c'est que Gennaro déteste faire des macarons. Et donc c'est super drôle que ça s'appelle Macarons et sentiments. Voilà, bon bref. Et on découvre du coup la protagoniste féminine à la fin du roman. Et voilà, j'ai très hâte, à vrai dire. Donc voilà. Écoutez, je crois que c'est globalement tout pour mon avis. Je me suis un peu épanchée, mais vous me connaissez, comme d'habitude, j'adore parler de mes lectures. Du coup voilà, c'était une bonne lecture, mais c'est vrai que ça aurait pu être une très bonne lecture, voire une excellente lecture, s'il n'y avait pas eu cette miscommunication à la fin qui m'a dérangée. Mais bon, à part ça, vraiment très bon livre que je vous conseille si vous aimez les romances contemporaines, et en plus dans le milieu de la cuisine, il y en a pas beaucoup. Ma saga de ma vie entière, le tome 5 de Des Royaumes de Feu, La Nuit la plus claire de Tweet et Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Alors, c'est la fin du premier cycle. Cette saga se compose de 15 tomes divisés en 3 cycles, donc il y en a 5 par cycle. Et du coup, c'est la fin du premier cycle. J'ai quand même un petit pincement au cœur parce que cette saga et ce cycle me suivent depuis que j'ai 10 ans. Donc voilà, ça fait 10 ans que je lis cette saga, clairement. Et voilà, et ça me déçoit un petit peu de la quitter, mais écoutez... je ne la quitte pas vraiment étant donné que il y a 2 cycles encore qui me restent à lire. Je vais vous résumer le tome 1, vous en doutez bien, parce que je vais pas commencer à vous résumer 5 tomes, ça va être très long et très spoilant. On va être dans un monde qui s'appelle Pyria, qui est divisé en différents royaumes selon les races de dragons. Donc vous avez les ailes de glace, les ailes de nuit, les ailes de sable, voilà, donc ils vivent dans des biomes un petit peu différents. Et il y a 20 ans de cela, la reine Oasis, reine des ailes de sable, a été tuée par des charognards. Les charognards, c'est les humains. Son trésor a été volé et depuis, ses 3 filles se battent pour la succession au trône, parce que normalement, la succession se fait quand une fille défie sa mère et gagne. Et étant donné que là, elle a été tuée par quelqu'un d'autre, il faut choisir qui va être la future reine des ailes de sable. Et étant donné qu'aucune des 3 sœurs ne s'est mise d'accord, elles ont décidé de se trouver des alliés chez les autres royaumes, et ça a créé une espèce de guerre entière sur Pyria. Et nous, on va suivre 5 dragonnets, les dragonnets du destin, donc qui est composé de Argile, aile de boue, Gloria, aile de pluie, Tsunami, aile de mer, Comet, aile de nuit, et Sunny, aile de sable, qui en fait ont été volés, c'est des œufs qui ont été volés à leur famille quand ils étaient tout petits, et qui ont été récupérés par l'organisation des Serfs de la Paix. Les Serfs de la Paix, ils écoutent une prophétie qui dit que 5 dragons nés dans des circonstances très particulières vont arrêter la guerre, en fait. Et donc ils les élèvent dans le seul but de faire en sorte qu'ils arrêtent la guerre. Ils sont élevés dans une espèce de grotte au fin fond de la montagne pour que personne ne les trouve, parce que tous les parties de cette guerre veulent les tuer ou veulent les convaincre de choisir eux. Donc bon, on va dire que c'est un peu dangereux de sortir, donc ils sont enfermés dans une grotte et ils ont des cours d'histoire, des cours de combat, enfin voilà. Et un jour, ces 5 dragonnets vont décider de se barrer, et c'est là que commencent les emmerdes, parce que comme je vous l'ai dit, tout le monde veut les choper, tout le monde veut les tuer, et donc ça donne ça. Voilà. Donc on va les suivre pendant 5 tomes, à essayer de sauver leur peau, à essayer de résoudre la guerre, et voilà, globalement. Et dans chaque tome, il y en a 5, on a 5 dragonnets du destin, on va suivre un des dragonnets du destin. Ici, on va être dans le point de vue de Sunny. Sunny, dans le groupe, c'est un petit peu la plus naïve, c'est la plus jeune. Et voilà, elle a tendance à être très naïve et un peu imbécile heureuse. Et en fait, quand on lit son point de vue, on se rend compte que en fait, ce n'est pas du tout une imbécile heureuse. Et que au contraire, c'est de l'altruisme pur et dur, c'est de la bienveillance pure et dure, et qu'elle n'est pas si naïve que ça. C'est juste qu'elle veut juste voir le bon en chacun, et qu'elle refuse de croire que tout le monde est mauvais autour d'elle. Et vraiment la découvrir, c'était un personnage c'était celle que j'aimais le moins dans les 5 dragonnets, pour être très honnête avec vous, parce que voilà, elle était toujours dépeinte par les autres comme naïve
presque bébête en fait, et on voit, laisse-nous faire, nous on sait faire. Et là, on la découvre déjà d'un courage, mais absolument énorme. Elle n'est absolument plus naïve, elle sait très bien ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, pour qui elle le fait. Et surtout, elle croit très fort en cette prophétie, et elle croit qu'elle a un rôle à jouer, et elle veut jouer ce rôle. Elle se laisse pas porter par le destin, elle décide de prendre son destin en main. Ok, on veut qu'elle arrête la guerre, elle va le faire avec ses petites papates, et elle va s'en sortir. Et voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est que vraiment on redécouvre une autre Sonny qui... Ok, on a décidé de mon destin, mais je vais quand même le prendre en main et décider de la manière dont moi je vais arrêter la guerre. Et j'ai juste adoré Sonny dans ce tome, vraiment. Je pense que c'est un des tomes préférés du premier cycle. Le deuxième préféré serait le tome 2, donc dans le royaume de la mer, etc. avec Tsunami. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome parce qu'on redécouvre Sonny et je trouve ça génial. L'intrigue finale est vraiment en apothéose, clairement c'est l'apothéose du cycle, du premier cycle. On résout l'intrigue finale à la fin, et quelle résolution, j'ai envie de vous dire, vraiment. On apprend aussi plein de choses sur l'événement dont je vous ai parlé, l'événement initial de cette guerre, donc l'assassinat de la reine par un charognard. On en apprend aussi énormément sur les charognards. Les charognards, pour vous remettre en contexte, c'est les humains, hein, clairement, c'est nous quoi. Il y a à la fin une illustration qui montre un peu la taille supposé d'un dragon à côté d'un humain. Voilà. Donc c'est nous les charognards, on se bat avec des petites piques. Enfin c'est des épées hein, en gros. Et donc les charognards sont vraiment centraux dans ce livre-là. On découvre plein de choses sur le rapport entre charognards et dragons, alors qu'avant on les voyait pas beaucoup, on les a vus 3-4 fois. Mais c'était vraiment un peu de la chair à canon quoi. Et là, vraiment, il y a vraiment une concentration très importante sur les charognards et qui est hyper intéressante en plus de ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là aussi. L'aspect, bien sûr, on apprend ce qui s'est passé dans le passé. Et en fait, on se rend compte que tout devient clair à la fin de ce cycle-là. Pourquoi la guerre a commencé, qui a fait en sorte que la guerre commence. Et voilà, on remet toutes les pendules à l'heure, clairement, et ça permet de finir le cycle en apothéose. Je rappelle que les Royaumes de Feu, c'est une saga qui est super dense, il y a énormément d'univers développés différents dans un même univers, en fait. Il y a énormément de personnages développés, il y a énormément de politique aussi, et pourtant, je ne me suis pas perdue dans ce roman-là. Alors, c'est juste que le dernier tome que j'ai lu, c'était il y a un petit moment, donc j'ai dû me rappeler quelques trucs, mais je ne me suis jamais sentie perdue. Je me rappelais qui étaient les personnages, je me rappelais pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils avaient fait avant. Et souvent, l'auteur nous donne un petit peu des petits indices sur « Ah oui, ce personnage, on l'avait rencontré à tel moment, quand on faisait tel truc. » Donc voilà, donc on se perd pas pour autant, mais c'est vrai que l'univers est très dense. Et que, et bien en plus de ça, voilà, il est dense, et c'est très bien qu'il soit dense. Et ce qui est magnifiquement bien réussi, c'est que la clôture de ce livre permet de clôturer cet univers dense du premier cycle. Alors, dans les autres cycles, on sera dans le même univers, mais toute cette intrigue politique très complexe et construite et emboîtée les unes dans les autres se résolvent toutes à la fin quand on comprend ce qui se passe. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce tome. Il y a juste un point qui m'a un petit peu chiffonné vers 30-40 pages du début. Sonny trouve un artefact qui est incroyable, qui est vraiment génial et qui peut l'aider à faire beaucoup de choses. Et au bout de 100 pages, elle ne s'en sert plus. Elle le cache à un endroit, elle ne va jamais le rechercher. Alors que vraiment, elle aurait pu faire plein de choses avec cet artefact. Et on nous explique pas pourquoi elle est jamais allée le rechercher. Ils auraient pu nous dire oui, elle est recherchée par telle reine et donc il faut pas trop qu'elle s'approche de l'endroit où elle l'a caché. On nous explique pas, on l'a juste oublié tout le roman et elle n'en parle même pas à ses amis quand elle retourne les voir, ou elle en parle à personne. Et nous, on a juste vu 2 minutes où elle l'a utilisé 3-4 fois et puis basta. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ça aurait pu permettre de faire avancer l'intrigue d'une manière différente. Non pas que j'ai pas aimé, mais voilà, je trouve ça dommage qu'on ne l'ait pas réévoqué. On m'aurait donné une raison un peu sortie du chapeau pour me dire bon, elle peut pas aller chercher pour telle et telle raison. Ok, bon, bah elle peut pas aller chercher pour telle et telle raison, c'est pas grave, on l'oublie. Et je suis arrivée à la fin du livre et je me suis dit mais attends, il y avait un artefact au début, il est où? Elle l'a mangé, qu'est-ce qu'elle en a fait? C'est juste ça que j'ai trouvé dommage parce que clairement, ça aurait pu être utilisé pour faire des choses bien mieux que celles qui ont été faites ou faire différemment, et il n'y aurait pas besoin des fois de se mettre en danger pour des raisons un peu stupides. Mais voilà, c'est juste un tout petit point qui m'a dérangé, que je trouve ça dommage. C'est un choix, c'est un parti pris de l'autrice de plus nous en parler.
Mais je trouve ça dommage de quand même pas avoir mis une petite phrase pour dire bah du coup l'artefact elle est pas allée chercher pour telle raison et puis voilà. J'ai vraiment l'impression qu'en fait il a été oublié dans le scénario de base et que bah du coup voilà ça donne ça. Bon je pense que vous l'avez compris, c'est un coup de cœur clairement, voilà, que ce soit le personnage de Sonic, que ce soit la résolution de l'intrigue, que ce soit ce qu'on apprend sur les charognards, que ce soit ce qu'on apprend sur les autres reines, ce qu'on apprend sur le royaume de sable, ce qu'on apprend sur Sunny elle-même et ses origines, parce que je rappelle que dans chaque tome, les dragonnets essayent de retrouver leurs parents à chaque fois. Et là, en l'occurrence, Sunny les retrouve. Et pour le coup, pour une fois qu'on n'est pas déçu de parents, je vous jure que c'est pas mal. Parce que vraiment, il y en a un qui est déceptif, mais l'autre, badass. Oh là là, incroyable. Donc pour une fois qu'on n'est pas déçu des parents des dragonnets, ça fait du bien quand même. C'est une des meilleures, je pense, une des meilleures révélations pour Sunny de ces parents-là. Voilà. Enfin, un des deux. Mais voilà, du coup, écoutez, je n'ai pas grand chose de plus à dire. Si que c'est un véritable page turner, et après c'est écrit très gros aussi, hein, c'est de la jeunesse, donc c'est écrit vraiment énorme. Je pense que j'ai dû lire les 400 pages de ce roman en 3h30, 3h. C'est pour vous dire à quel point vraiment j'ai tracé. Après, il y a des descriptions que je lisais pas parce que j'avais un peu la flemme et je voulais vraiment aller au vif du sujet. Mais voilà, vraiment ça se lit super vite, ça se lit super bien. Et comme je vous l'ai dit, c'est un univers très dense, donc il faut rester concentré et accroché à l'histoire. Mais c'est pas pour autant qu'on se retrouve perdu, donc c'est quand même très très bien. Et bien écoutez, ce point lecture touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'adore tourner des points lecture parce que ça veut dire que je lis et que j'avance dans mes lectures. Et vraiment là, je suis à 3 livres ce mois-ci, je suis déjà très très heureuse, vraiment. Du coup, j'ai lu vraiment 3 livres la semaine dernière parce que Les Royaumes de Feu, je l'ai lu dans la journée du dimanche. Vraiment, je l'ai lu dans l'après-midi. Donc écoutez, voilà. Et écoutez, c'est la fin, on va se dire au revoir. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, de très bons travail, révision, je ne sais pas trop. Je vous souhaite de passer également de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!